Bienvenue donc au CNCP et merci à tous d'être venus. Le 13 novembre, qui pour la France une date de sinistre mémoire, sera pour notre asso la date de l'aboutissement d'un long processus commencé en 2017, lorsque nous avons postulé donc, au projet européen Obstro. Avec l'inauguration de ce bâtiment, c'est la fin de ce processus qui arrive. Bon, à ce jour, nous mettons aussi en place notre nouveau logo, notre nouveau site internet. Donc le CNCP donc, a une nouvelle vie de nouveau. Voilà. Et je souhaitais remercier les administrateurs, les anciens, les actuels, remercier les salariés qui sont là au quotidien, voilà, essayer de faire avancer les choses et dans le bon sens. Remercier les stagiaires aussi qui nous font confiance. La deuxième promotion de chargé de projet a démarré la semaine dernière et donc ils font aussi l'aventure avec nous. Voilà, et je vous souhaite à tous une bonne inauguration et une bonne soirée. Et je laisse la place à Mickey Leclerc, notre co-président. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Au départ, j'avais pensé vous chanter quelque chose, mais on m'a déconseillé. Voilà. Donc moi aussi, je suis dans les remerciements. Je voulais remercier toutes les personnes qui, du projet Obstro qui prendront la parole à ma suite. Je voulais aussi remercier le... Comment ça s'appelle déjà? Le conseil régional. Voilà. Sans qui nous ne serions pas ici, ça c'est sûr et certain. Voilà. Et puis aussi un grand merci à nos 3 salariés, nos 2 co-directrices, Fabienne, Stéphanie et une petite nouvelle, là-bas, Marlène, voilà, qui s'occupe de la coordination des formations. Je tenais à remercier aussi, bien entendu, la banque qui nous a... Qui nous a fait confiance, bien sûr. Et dont 2 représentants sont ici. Ils se cachent, c'est pas par modestie. La caisse d'épargne, voilà. Oui, la caisse d'épargne, Centre Val-de-Loire, bien entendu. Voilà, je vais laisser la parole à... Le bon. Ah oui, c'est vrai. Voilà, financeur du projet Obstro. Merci à l'équipe du CNCP pour l'invitation à cette inauguration. Je vais présenter très rapidement le programme et surtout comment le projet a contribué à nos objectifs et a pu bénéficier à toute la zone de l'Europe du Nord-Ouest. Donc très brièvement pour commencer, le programme Interreg, c'est un programme qui fait partie de la politique de cohésion européenne et qui fournit un cadre pour la mise en place de projets transnationaux, donc avec des acteurs de différents pays dans une zone géographique qui est située au nord-ouest de l'Union européenne. Avec l'objectif, du coup, ces projets, ils ont l'objectif de promouvoir le développement territorial, donc que ce soit économique ou social, à travers la coopération entre différentes organisations. Là, donc ici, vous pouvez voir la zone géographique pendant la programmation antérieure, donc celle qui a financé le projet Obstro. Donc vous pouvez voir 8 pays qui sont représentés sur cette carte. Et comme là on est arrivé à la fin de la période de programmation, on peut faire déjà un bilan. Il y a eu 102 projets financés avec plus de 1000 partenaires sur toute cette zone et un peu plus de 400 millions d'euros alloués à différents projets donc, qui ont différents objectifs, soit voilà, développer l'innovation dans les territoires, la transition écologique ou l'efficacité des ressources et des matériaux. Donc le projet Obstro, comme je le disais, il était en partie financé par ce programme Europe du Nord-Ouest et il fait partie d'un ensemble de projets qui a été financé donc, avec cette enveloppe de près de 50 millions d'euros qui ont été alloués à la construction verte, donc depuis différents angles, par exemple la réutilisation de matériaux dans le secteur de la construction, donc tout ce qui est l'économie circulaire appliquée au secteur de la construction. Mais aussi voilà, développer des matériaux plus durables et respectueux de l'environnement ou financer des projets qui sont focalisés sur l'amélioration de la performance énergétique dans la construction. Et donc le projet Obstro a été intégré à la
programmation intérieure. Il a contribué fortement au programme avec une grande richesse de résultats qui ont été obtenus par tous les partenaires du projet. Donc il a contribué à démontrer bien sûr et promouvoir l'utilisation de la paille comme matériau de construction et d'isolation dans 5 pays, donc dans les pays qui ont participé à ce projet. Mais aussi il y a eu un grand effort de formation des professionnels d'aujourd'hui et de demain, donc les étudiants notamment qui ont été impliqués. Et une grande partie du travail qui a été effectué par les partenaires sur communiquer sur les bénéfices de la paille dans le secteur de la construction, en participant à beaucoup d'événements, en communiquant, en ayant une couverture médiatique assez importante sur ce projet. Et au niveau des indicateurs, là j'ai mis du coup des chiffres clés, deux techniques de construction qui ont été développées pendant le projet, 5 bâtiments rénovés ou construits dans chaque pays partenaire, 2000 professionnels qui ont été formés et 63 entreprises accompagnées tout au long du projet. Juste avant de laisser la parole du coup à l'intervenant suivant, un petit mot très bref sur notre programmation actuelle, donc les prochains appels à projets qu'on va promouvoir depuis le programme Europe du Nord-Ouest. Donc ici vous pouvez voir la carte, la zone géographique qui est couverte par le programme. Donc le Royaume-Uni ne fait plus partie de cette zone-là depuis le Brexit. Et un budget total de 310 millions d'euros qui va être attribué au projet jusqu'en 2027. Il y a eu aussi un petit changement au niveau des orientations thématiques, donc toujours dans la thématique de la transition écologique, donc la préservation de l'environnement par exemple, tout ce qui est transition énergétique, économie circulaire, et aussi 2 autres axes sur l'innovation et la résilience des territoires et les sociétés inclusives. Très rapidement, les prochains appels à projets, donc justement il y a un appel à projet qui va être lancé cette semaine, donc le 15 novembre, et ces appels à projets sont présentés régulièrement, à peu près tous les ans. Donc les projets peuvent être présentés à ce moment-là et sont ensuite évalués et peut-être financés par le programme. Voilà, je vous laisse ici notre site internet si vous êtes intéressés et si vous avez des questions. Je suis disponible, et aussi Alexandre qui est le point de contact national pour le programme. Merci. Non, d'abord, je me présente. Tout le monde ne sait pas qui je suis, étant donné que je ne suis pas le local de l'étape. Je suis Jérémy Godet et donc je suis vice-président de la région Centre-Val de Loire, en charge grosso modo de la transition écologique. Voilà. Et je voulais d'abord commencer par vraiment saluer le travail de l'équipe du CNCP, parce que pour avoir suivi depuis que je suis VP toutes les péripéties, je pense qu'il y a un mot quand même qui peut caractériser votre travail, c'est détermination. Je pense que ce que vous avez construit ici, et si on est là aujourd'hui, vous avez dit, c'est grâce à la région Centre-Val de Loire, je pense que c'est surtout et c'est d'abord grâce à toute l'équipe du CNCP qu'on est ici réunis. Et moi je suis venu il y a je pense un an de ça pour intervenir dans le cadre de la formation qui débutait là sur les chargés de projet énergie renouvelable et ça se faisait on était dehors dans des conditions qui étaient très agréables parce qu'il faisait beau, mais là si j'étais revenu cet après-midi dans les mêmes conditions ça aurait été quand même compliqué. Et donc là quand je vois l'issue de tout le travail que vous menez et que ce projet Obstro a aussi permis la construction de cet espace de formation, je me dis que c'est quand même une belle étape qu'on est en train de franchir avec vous. Et je voudrais redire que évidemment le soutien de la région Centre-Val de Loire auprès du CNCP, il n'est pas sans condition évidemment, mais il est, je pense, déterminé lui aussi. Pourquoi? Parce que c'est d'abord quand on a un lieu comme la Maison Feuillette en région Centre-Val de Loire, symboliquement c'est quand même extrêmement fort et c'est un lieu qui doit rayonner non seulement partout dans la région, mais au-delà, nationalement et évidemment à l'échelle européenne. Donc on voit ça évidemment
d'un bel œil. Et puis je laisserai François plutôt préciser les questions de formation, mais je vais quand même redire que quand l'ADEME essaie d'évaluer, d'estimer combien d'emplois il y a à créer sur la transition écologique, on tombe aux alentours d'1 million d'emplois à créer d'ici 2050, enfin le plus vite possible, puisqu'on est en situation d'urgence. C'est vous dire la transformation qu'il y a à opérer dans tous les métiers, d'ailleurs, dans tous les métiers, mais qu'il va y avoir énormément d'emplois qui devraient, et qui vont, et qui sont déjà, parce que j'ai appris que notamment les premiers stagiaires de la première formation ont un taux d'insertion professionnelle qui est tout à fait remarquable. Donc c'est le signe que les emplois vont être au rendez-vous et que nous devons revoir les politiques de formation aussi à l'aune de ces enjeux de transition écologique, aussi bien pour les métiers qui verdissent que pour les métiers verts, comme on dit, les métiers verts et verdissants. Et donc d'avoir un lieu comme ça sur la question en plus des matériaux biosourcés, c'est évidemment essentiel pour la région. Et je laisserai aussi François, parce que je ne vais pas non plus trop dérouler, mais dire 2 mots sur l'AREC, et il vous présentera notamment les ambitions qu'on a à travers l'Agence régionale énergie-climat qu'on est en train de créer, qu'on a créé là et qu'on déploie désormais, et qui viendra non pas intervenir directement sur les enjeux de formation, mais qui évidemment viendra se mêler de la formation, parce que sur la transition écologique, il y a un besoin de fédérer, de mettre un peu en synergie et en mouvement l'ensemble des acteurs sur ces questions-là, et que ce sera une des fonctions de l'agence régionale. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, parce que je compte bien revenir, notamment pour continuer d'intervenir dans la formation. Je sais que c'est prévu, c'est avec plaisir. Monsieur le sous-préfet, Madame la sénatrice, un grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle fonction et sur le terrain. Mesdames et messieurs les élus régionaux, régionales qui sont nombreux, les élus de terrain, mesdames et messieurs les acteurs de ce superbe projet. C'est vrai que c'est un peu d'émotion, d'abord parce que en tant que Montargois, cette maison feuillette, je salue Jean-Luc Burquinder, je crois l'avoir aperçu. Jean-Luc, il est là, je crois. Il est là, voilà. Jean-Luc, c'était une de nos premières discussions, cette maison feuillette, cette maison avec la construction paille, qui longtemps paraissait un héritage d'un passé totalement hors du temps, et puis une réalité qui la transition que nous devons à l'échelle de l'Europe tout entière, de tous ces pays et donc de tous ces territoires. Cet engagement-là, cette image-là, elle est fondamentale aujourd'hui. L'Europe, vous le savez, que ce soit dans son plan de relance particulier, REACT-EU, que ce soit dans son programme opérationnel actuel, a fléché un minimum du tiers de ses investissements pour la transition environnementale et énergétique. Ce sont des centaines de milliards qui doivent concourir. Alors quand on dit ça à nos concitoyens, c'est très loin, c'est à Bruxelles, ce sont des technocrates, etc. Et on doit arriver aussi d'avoir aussi ce réflexe-là. Mais quand c'est en action, quand c'est sur le terrain, quand c'est un projet interrégional, Interreg ça veut dire interrégional, quand 5 pays sont engagés dans plus de 14 actions, à ce moment-là, on se dit c'est concret. Et quand en plus c'est de l'innovation, c'est des choses qui touchent complètement notre quotidien, on voit comment, à l'échelle de l'Europe, on est capable d'envoyer un souffle fort avec des moyens d'accompagnement pour que les choses se transforment. Donc moi je trouve que c'est bien que vous soyez là pour le dire, pour le faire ressentir très directement, et qu'on ait un jugement plus équilibré sur l'Europe. Je pense qu'à l'échelle
d'une commune, d'une intercommunalité, d'une région, d'un pays. On n'y parviendra pas à cette transition environnementale si on n'est pas au niveau des grands ensembles, si on n'est pas complètement engagé. On sait malheureusement qu'il y a des grands ensembles qui le sont très peu. Ce matin, j'entendais, je ne sais pas si vous avez entendu ça, France Inter ce matin, il parlait du nombre de personnes en Inde qui étaient directement menacées dans leur vie en fonction du niveau des particules dans les grandes agglomérations. Et c'est considérable, ça fait froid dans le dos. On a des modes de développement encore de par le monde. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème chez nous quand je dis ça, mais qui sont absolument effarants. Et donc, à l'échelle de l'Europe, si on peut montrer que le développement demain, que l'affirmation de l'Europe demain, elle passe par la prise en compte de ces transitions environnementales à un rythme suffisamment soutenu, avec les moyens nécessaires, avec la conjugaison de l'engagement de l'État, monsieur le sous-préfet, l'engagement de l'Europe et de l'engagement de nos collectivités, c'est absolument fondamental. Donc ça, c'est le premier point, moi je veux insister là-dessus. Par ailleurs, dire que dans une région comme la nôtre, quand c'est la paille, nous sommes la région quand même, avec la Beauce, avec la Champagne-Berrichonne, nous sommes une grande région de production céréalière. Alors il faut qu'on fasse attention. Mardi dernier, on était avec Jérémy et puis Jean-François et puis tout le monde à réfléchir avec les agriculteurs à comment concilier le réchauffement climatique, la sécheresse et l'agriculture de demain. Mais ça ne veut pas dire plus d'agriculture, ça veut dire une agriculture autrement. Et je pense que les territoires qui sont les nôtres continueront à être producteurs de biomatériaux, de matériaux biosourcés, qui permettent notamment d'avoir des bâtiments performants sur le plan environnemental, qui ne consomment pas trop d'énergie. Ça se fait en articulation avec le territoire. Souvent, on a pensé que tout ça, c'était de la technologie mondialisée, etc. etc. C'est de la technologie, mais c'est de la technologie qui peut se jouer ici et maintenant, dans la proximité, et c'est très important. Donc, ce que nous mettons en valeur ce soir à travers ce centre de formation, c'est quelque chose qui s'enracine dans le territoire, non pas au nom d'une culture du passé, mais en tirant la force du passé pour le porter vers l'avenir, et ça, c'est absolument fondamental. Le troisième sujet, c'est ce à quoi Jérémy m'a invité de parler, qui est la formation de nos jeunes. Quand vous dites aux jeunes aujourd'hui, moi je le fais quand je vais dans les lycées, on le fait, là je regarde Janila, avec toi, avec tous les amis, quand on va dans les lycées, qu'on parle aux jeunes, le premier sujet qu'ils nous projettent, c'est celui de la transition. Vous pouvez y aller, ils sont très conscients là-dessus, et c'est pas du blabla. Ils parlent, ils ont envie de s'engager pour la transition. Mais en même temps, il faut leur donner, une vision, un lien entre les métiers et cette transition. Et c'est pas évident pour eux de voir quel lien il y a entre je suis conscient que demain je vais devoir me comporter en tant que citoyen, en tant que salarié différemment, et à quel métier ça correspond. On a aujourd'hui un déficit total sur les métiers de l'énergie, un déficit total sur les métiers du bâtiment. C'est des métiers qui n'ont pas d'image. Et je suis persuadé que si on met des valeurs en face de ces métiers, si on dit que c'est des métiers qui vont nous permettre de franchir le cap de la transition environnementale, à ce moment-là, pour un certain nombre de jeunes, ça va refaire sens. On met entre le geste métier, entre le professionnalisme et le monde de demain auquel on aspire, c'est-à-dire un monde vivable, un monde dans lequel on ne porte pas atteinte aux générations qui montent, etc. Si on arrive à faire sentir ça, c'est absolument fondamental. Et la preuve en est, c'est que les stagiaires que vous avez commencé à former, ils ne sont pas partis au bout de 2 jours, ils sont restés, ils sont contents, et puis ils ont du boulot en sortant. Et puis il faut continuer. Et ça va permettre de former. On travaille avec le recteur actuellement à 2 choses, à la fois faire monter des formations initiales qui soient des formations dans ces spécialisées sur l'énergie, etc., mais aussi transformer le contenu des formations existantes. On n'est plus maçon comme il y a 20 ans, on n'est plus charpentier comme il y a 20 ans, on n'est plus plaquiste comme il y a 20 ans, etc., etc. Donc, à la fois des nouveaux métiers et des métiers en transformation avec les nouveaux sujets. Et puis, nous qui avons, le ministre du SOP, c'était à Orléans vendredi matin, nous qui avons la responsabilité de la formation des demandeurs d'emploi, également pour des personnes qui ont eu un coup dans leur carrière, le sous-préfet, faire en sorte que nous puissions leur proposer, avec les défis des développements de formation inclusive, des formations qui correspondent à ces métiers sur lesquels il faut qu'on explose le nombre de gens formés, et pas par la contrainte, mais par le plaisir de travailler sur des métiers de demain. Et puis, dernier point, c'est le point, en effet, de l'Agence régionale énergie-climat,
c'est quand même sacrément compliqué. Vous avez certainement pour vous-même ou pour des proches vu l'expérience. Quand vous dites à quelqu'un dans votre copropriété, dans votre pavillon, etc., vous allez engager un plan de rénovation énergétique. L'information, est-ce qu'elle est fiable, est-ce qu'elle n'est pas fiable? Vous entendez à la radio, vous voyez dans les journaux, ça ne coûte rien, ça coûte 1 euro, etc. On raconte tellement de choses que l'information, il faut la stabiliser. Ensuite, il faut avoir le diagnostic qui va bien. Parce que le nombre de gens qui se sont fait placer des interventions de ceci ou des interventions de cela sans vision globale et qui, au bout du compte, ont dépensé de l'argent mais n'ont pas eu de résultat, ça ne va pas. Donc il faut diagnostic. Ensuite, il faut trouver les professionnels et puis il faut parfois trouver les financements avec la banque, avec nous, on a créé une société de tiers financement, etc. J'ai dit avec Jérémy, qui est chargé de ces secteurs-là, qu'il fallait qu'on ait une agence qui accompagne tout ce qui est fait. Les départements sont engagés sur une partie de l'information, qui accompagne tout ce qui est fait. Les professionnels sont ici ou là mobilisés avec leur fédération, etc., qui travaillent avec les structures bancaires, la Banque des territoires, les banques sur notre territoire, etc. Donc on a créé une agence, on a déjà 70 collectivités qui sont venues, qui ont dit on veut en être, on veut travailler avec vous. On est en train de monter ça, on est en train de recruter notre directeur et de faire les premiers plans d'affaires là-dessus. Il faut qu'on facilite. Le but de l'agence, c'est surtout pas de faire à la place des autres, c'est de fédérer toute cette chaîne qui est complexe, qui, si on arrive à bien la stabiliser, va permettre aux gens d'avoir une vision stabilisée, sécurisée de l'investissement technique, de l'investissement financier qu'il faut faire. Et donc, on est engagé là-dedans pour la production d'énergie renouvelable, pour la mise en performance énergétique du bâtiment, pour la transformation de nos entreprises. Les entreprises vont assez vite là-dessus. Moi, je remarque qu'elles sont en train d'investir pour avoir demain une performance énergétique en ayant limité leur consommation d'énergie, en utilisant au maximum l'économie circulaire comme une source en matière de matériaux. Donc, comment on va les accompagner? Voilà ce que nous faisons. Encore une fois, je dis vraiment pas ça pour dire la région. Je pense qu'on a, nous, un peu de responsabilité par rapport à l'Europe, puisqu'on est le correspondant de l'Europe sur le territoire régional, et on a la volonté de travailler avec l'ensemble des collectivités, l'ensemble des structures, l'ensemble des professionnels là-dessus. Je pense qu'on a un exemple concret. Ce qui est agréable, c'est que souvent, quand on parle de transition environnementale, on parle de choses qui semblent nous dépasser. Là, c'est très concret, et puis ça dit bien la force de ce territoire. On a grand plaisir à le constater ensemble. Merci de votre attention. J'ai même pas besoin de vous annoncer. Voilà. Oui, en tant que régional de l'État, effectivement, moi, en tant que sous-préfet de Montargis, je voudrais saluer effectivement les personnalités, Madame la sénatrice, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Vice-président. Je salue également les représentants de la municipalité, Madame la conseillère régionale. Vous dire effectivement tout le plaisir que j'ai, moi, à participer à cette inauguration de ce Centre national de la construction paille. Effectivement, c'est pas tous les jours à Montargis qu'on peut s'enorgueillir d'avoir un outil, d'avoir une structure au rayonnement national, et qui plus est sur des enjeux de transition écologique qui sont évidemment pour le gouvernement et pour l'État une question prioritaire. Hein. Et ça, voilà, vous en entendez parler, effectivement, les enjeux de transition écologique, c'est un défi auquel on est tous confrontés, et donc quand on a la chance d'avoir un outil à Montargis de rayonnement régional, national et européen, eh ben, je ne boude pas mon plaisir. Et effectivement, pour nous, on entend aussi en profiter d'abord à l'échelon local, voilà, par les formations que vous allez développer. Et effectivement, je me réjouis et je suis évidemment convaincu, comme le disait le Président, et je sais déjà que toutes les personnes qui sont formées, de toute façon, elles sont bien formées et elles réussiront évidemment à trouver un travail. Moi, j'ai déjà en plus visité
spécificités des établissements qui ont été construits en paille. Je pense notamment au centre culturel de Courtenay, voilà, qui est une belle réalisation, qui est une vitrine. Donc on a besoin de présenter, de faire connaître tout l'intérêt et toute la qualité de cette construction. Donc nous, évidemment, État, on est prêt à travailler avec vous, à vous accompagner localement, mais au-delà dans ce projet. Et je suis sûr que voilà, sur les enjeux de formation, après-demain, on a une réunion du CODEV que je co-préside avec la région. Je suis sûr que c'est votre centre national de formation paille va devenir pour nous un interlocuteur essentiel et un outil qui va nous servir à aborder et à réussir ce défi de la transition écologique qui est un enjeu majeur, et le gouvernement effectivement met beaucoup de moyens sur ces sujets-là, notamment à travers les contrats de relance et de transition écologique qu'on signe avec les collectivités, qui sont aujourd'hui le niveau contractuel qui permet d'engager et de soutenir des projets des collectivités, et de plus en plus nous orientons la part de pourcentage réservée aux actions de transition écologique est de plus en plus grande dans ces contrats, et donc voilà, c'est pour illustrer que la transition écologique c'est un enjeu majeur, un défi, et bravo, effectivement je salue la qualité de la réalisation, bravo à l'architecte, bravo aux entreprises qui ont réalisé ce projet. C'est vrai que pour les stagiaires c'est un écrin formidable, et pour Montargis en tous les cas c'est vraiment une chance d'avoir cet outil. Donc bravo à vous, et à très vite, parce qu'on va travailler ensemble. Merci à tous. Donc pour la suite, donc vous avez ici un QR code qui va vous permettre de télécharger le dossier de présentation en fait, des bâtiments. Donc nous avons ici le cabinet d'architectes qui a réalisé ce projet Vivarchi, qui vont pouvoir vous présenter. On va faire deux groupes parce qu'on est très nombreux. On peut peut-être faire une première introduction ici devant tout le monde, et puis après une visite guidée, parce que là, vu le monde qu'il y a, ça va être compliqué, je pense, d'aller se déplacer. Et ensuite, on passera dans la salle d'à côté, qui est le réfectoire, donc la salle de restauration de nos stagiaires, pour un cocktail à dînatoire. Voilà, merci à vous. Yannick, Patrick, Yannick, allez. Tu veux le Bonsoir. Tu connais votre projet. Le projet, je le connais bien pour le suivre depuis 2020 maintenant. Je remercie aussi de mon côté l'équipe du CNCP pour leur persévérance, parce que c'est des projets qui sont longs à construire, à financer, et le temps du chantier est aussi un temps parfois difficile, avec parfois des tensions. Donc il faut vraiment de la persévérance pour aller jusqu'au bout. On doit aussi remercier les entreprises qui ont participé. Il y a eu 8 lots, donc 8 entreprises principales, et puis 2 sous-traitantes, je crois, dans le lot. Donc une dizaine d'entreprises qui sont intervenues, plus d'autres entreprises ou d'autres intervenants ponctuels, tels que l'entreprise qui a fait le test de perméabilité, d'étanchéité à l'air, qui est essentiel dans ce type de bâtiment. Il y a aussi le bureau de contrôle, il y a le coordonnateur SPS, qui est la personne qui va veiller à ce que la sécurité sur le chantier soit bien respectée. Voilà, donc il y a en fait pour un chantier énormément d'intervenants divers, et puis nous architectes, on est là, on essaye d'un peu d'assembler tout le monde et de coordonner tout le monde. Donc là, pour ce projet-là en particulier, pour ceux qui le connaissent, il y a la maison Feuillette, et derrière il y avait un hangar, qui est aussi le hangar dénommé Feuillette, qui est également inscrit au monument historique, puisqu'il y a la maison, le hangar et la salle des ventes qui sont inscrits au monument historique. Le CNCP a fait l'acquisition d'autres bâtiments, après avoir acquis cette première partie, là où nous sommes, qui étaient d'anciens bâtiments industriels, qui appartenaient à un fabricant qui faisait du mastic, voilà, pour greffer, qui existe toujours d'ailleurs, mais qui est plus ici maintenant. Donc ces bâtiments industriels étaient désaffectés. Lorsque nous avons commencé à travailler sur le projet, il y avait plusieurs possibilités qui se présentaient. On a travaillé sur plusieurs esquisses. On a d'abord cherché à utiliser le hangar.
Et le hangar étant, bon, il était très délabré, il était très déformé, etc. Donc pas évident. Mais surtout, ce qui a posé problème pour la réutilisation du hangar, c'était la position de la DRAC, qui a son mot à dire parce qu'il s'agit d'un monument historique, et qui voyait plutôt le bâtiment hangar comme une halle, plutôt que comme un bâtiment fermé, c'est-à-dire pour lequel on devrait faire beaucoup de transformations pour que ça devienne un espace de formation avec des salles chauffées. Donc du coup, on s'est orienté vers une autre conception qui consistait à plutôt investir ce terrain-là, là où nous sommes. Et là aussi, il y a plusieurs possibilités possibles. Il y a des bâtiments existants, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on les réutilise, est-ce qu'on doit en démolir. Donc finalement, le chantier a débuté par, d'une part, le démontage du hangar, qui est stocké sous des bâches, vous pourrez le voir en sortant sur la droite. Donc on a notre hangar qui est stocké en petits morceaux sous les bâches et qui va être reconstruit après. Donc à partir de l'année prochaine, en fait, là c'est un autre projet, c'est d'autres financements, il y a la DRAC notamment, donc ça va être plutôt l'année prochaine. Donc le chantier n'est pas terminé. Là c'est une première phase du chantier, ça permet de démarrer les formations, mais il va y avoir cette autre phase qui va être importante, cette reconstruction de ce qui s'appellera la halle Feuillette, pour le coup. Première étape, le démontage du hangar, le démontage méticuleux pour bien garder toutes les pièces qui vont être réutilisées ensuite. Et ensuite, la deuxième étape, c'était la démolition, puisque ici, il y avait d'une part de l'amiante, partout sur les bâtiments, en couverture, en panneaux, les joints, etc. Donc il y a eu un gros budget des amiantages et une partie des bâtiments ont été démolis. Là où nous sommes, il y avait deux hangars, voilà. Donc, mais certains bâtiments ont été conservés, désamiantés, pour ensuite être réhabilités, réutilisés. C'est le cas de celui qui se trouve derrière nous, qui va servir de plateau technique pour les formations pratiques, qui vont débuter en janvier, je crois, pour la partie pratique. En même, il y aura une première formation Propaille dans quelques semaines, donc il va se dérouler sur les plateaux techniques. Et c'est le cas aussi de l'autre bâtiment qui est donc derrière vous, où il y a le vestiaire et les sanitaires, qui est aussi un bâtiment existant, qui a été conservé et fortement réhabilité parce qu'il a demandé beaucoup d'efforts, ça n'a pas été évident. C'était un bâtiment construit en pale planche, c'est-à-dire en éléments légers en béton. Et donc on a dû conserver ces éléments-là tout en enlevant la partie amiantée qui nous posait plus de problèmes. Donc, mais l'intérêt en fait de procéder comme ça, c'est que avec ce chantier, qui est un centre de formation, donc il doit être aussi un peu démonstratif, on a des parties neuves et des parties réhabilitées. Donc ça permet de montrer aussi différentes techniques, différentes approches, comment on utilise les matériaux biosourcés, comment est-ce qu'on crée aussi des bâtiments performants. Une autre réflexion pour concevoir le bâtiment, c'était d'imaginer un bâtiment qui va s'inscrire dans son cadre, qui est plus un cadre industriel, parce qu'on a des bâtiments industriels, quand on voit, il y a le profil des bâtiments industriels. Donc on est plutôt, on a conçu ce bâtiment comme étant en fait la continuité de ce patrimoine industriel. C'est ce qui explique aussi un peu sa forme. Et pour sa position, nous avons cherché à dégager de l'espace dans la cour, puisqu'en fait, quand le hangar sera reconstruit, donc il y aura un espace, une cour, il y aura finalement deux cours, il y aura une première cour d'entrée et une deuxième cour qui fera l'articulation entre les salles de formation, le plateau technique, le vestiaire et la halle. Donc c'est pourquoi le bâtiment il est placé ici, proche de la limite de propriété, ce qui pose un problème en conception bioclimatique puisque le sud se trouve ici. Donc du coup on n'a pas tous ces apports solaires, enfin on en a un petit peu, mais on n'en a pas autant que ce que l'on aimerait quand on est en conception bioclimatique. Donc pour compenser, on a renforcé l'isolation, la performance de l'enveloppe du bâtiment. Et puis il y a la ventilation double flux que vous voyez ici. Je ne sais pas si vous êtes très nombreux, donc je ne sais pas si on pourra rentrer dans le local technique, mais la ventilation double flux, elle est facile d'accès puisqu'elle se trouve derrière, accessible depuis le réfectoire. Et elle est couplée à une batterie chaude qui, elle, est alimentée par des capteurs solaires. Donc là, on a quand même utilisé le sud de ce côté-ci pour avoir des capteurs solaires qui sont correctement orientés, qui alimentent un ballon tampon, qui alimente la batterie chaude, qui permet le chauffage du bâtiment.
Voilà comment a été imaginé ce bâtiment. Pour la composition des murs, puisque là tout est clos, donc on ne voit pas exactement comment c'est fait. Ici vous avez le cœur du mur, donc des montants en bois et de la masse de paille, mais il y a en plus un isolant à l'extérieur, de la laine de bois, un peu comme vous pouvez le voir encore, puisque les enduits ne sont pas faits sur le bâtiment d'à côté, donc c'est aussi de la laine de bois. Donc il y a 10 cm de laine de bois en plus, donc ça fait des murs qui sont quand même très épais. Et sur l'extérieur, il y a des enduits à la chaux qui sont posés sur un treillis métallique, donc avec une ventilation. Donc c'est un procédé traditionnel d'enduits, qui sont faits en 3 couches, donc c'est une méthode d'enduit à la chaux comme on pourrait faire sur un bâtiment ancien. Et côté intérieur, il y a ce doublage en panneaux de contreplaqué de peuplier. Voilà. Pour le sol, je vais finir toutes les techniques. Le toit, c'est à peu près comme les murs, avec aussi une bonne couche de laine de bois en plus. Tout ça, c'est pour avoir la performance recherchée pour qu'il y ait le minimum de chauffage. Et au niveau du sol, il y a aussi de la laine de bois sous la chape. Sous vos pieds, il y a 15 cm de laine de bois, plus une chape et le linoléum naturel en finition. Voilà pour ce que j'ai oublié, l'auvent qui est construit en chaîne locale. Et puis il y a encore quelques petits détails, mais je crois que déjà vous avez un aperçu assez précis du bâtiment et on pourra faire un petit tour pour les questions. Merci.